À l'heure où verdit le bâtiment, je t'écouterai. Bienvenue dans Le Marteau dans l'oreille, le premier podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo. Je suis Magali de Nobatech INEF4 et je vous accueille pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la construction modulaire. Look de cabane de chantier, trop chaud l'été et trop froid l'hiver, usage temporaire, matériaux peu qualitatifs, construction jetable. Les idées reçues sur la construction modulaire ont la vie dure. Lancée à l'aube des 60s pour répondre à des besoins temporaires, elle n'a pourtant cessé d'évoluer au-delà de l'évidente réduction des nuisances sur chantier vers plus de confort, de durabilité, de personnalisation, mais aussi de réemploi et de recyclabilité. La construction modulaire serait-elle victime d'a priori qui limitent son usage ? Ne serait-elle pas plutôt un maillon fort de la stratégie bas carbone pour le bâtiment ? Puisque seul on ne va pas forcément plus vite, mais qu'ensemble on va assurément plus loin, je reçois aujourd'hui 3 invités avec qui nous allons bousculer les idées reçues. Pascal Chazal, PDG du campus Hors-Site. Bonjour Pascal. Bonjour Magali. Cyril Moussard, directeur de Modulem, spécialiste du modulaire biosourcé. Bonjour Cyril. Bonjour Magali. Et Thomas Garnesson, chef de projet matériaux et systèmes constructifs chez Nobatech INEF4. Et bonjour Thomas. Bonjour Magali. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec vous Pascal. Est-ce que construction modulaire égale construction temporaire ? Alors c'est bien sûr ce que l'on a tous dans nos têtes. On est assez nombreux à avoir passé quelques mois ou quelques années dans des constructions temporaires, dans des salles de classe temporaires, et c'est un petit peu l'image qu'on a dans nos têtes. Mais la construction modulaire est en fait en train de se développer d'une manière extrêmement importante dans de nouveaux domaines qu'on va appeler la construction modulaire pérenne, où finalement on va chercher à construire des bâtiments qui vont être finalement les mêmes que les autres. Simplement, ils vont être fabriqués d'une autre manière. Ils vont être fabriqués dans des ateliers, dans des usines. Et ça nous permet d'améliorer considérablement la qualité des bâtiments, et ça a tout plein d'avantages. C'est vrai qu'on a une image assez arrêtée sur la construction du modulaire qui, dans l'esprit des gens, reste encore des choses un petit peu provisoires. Et c'est vrai que l'appellation modulaire est assimilée au bungalow. Et j'ai le souvenir, moi, d'une extension d'école qu'on en a livrée il y a quelques années maintenant, où la directrice a dit ces 2 classes qu'on va livrer seront pour les 2 dernières enseignantes qui arrivent, pas comme punition, mais en disant elles vont aller dans les préfabriqués. Il s'est avéré qu'après la première année d'utilisation, ils se sont rendus compte que c'était les 2 classes qui étaient les mieux isolées acoustiquement, thermiquement, et dont la qualité de l'air était remarquable. Donc du coup, l'été d'après, c'est la directrice qui a récupéré ces classes, et aujourd'hui on a refait une extension. Et elles ont dit que c'était une récompense de pouvoir venir maintenant dans ces nouvelles extensions. Donc on s'aperçoit que les mentalités changent, mais pour ça il faut que les gens puissent essayer et puis voir que les modèles ont évolué. C'est plus que ce qu'on connaissait effectivement il y a quelques années, quoi. Il y a effectivement une évolution de la construction modulaire temporaire qui est en train de devenir extrêmement qualitative parce qu'elle doit répondre aux normes d'aujourd'hui, notamment les réglementations thermiques. Mais il y a cette diversification de la construction modulaire avec laquelle on construit des bâtiments. On sait aujourd'hui construire, par exemple, des tours de 45 étages de haut avec des systèmes de construction modulaire. Ça existe en Asie, à Singapour par exemple, à New York ou bien à Londres. C'est pas encore arrivé en France, mais ça ne saurait tarder. Merci Pascal pour cette magnifique transition vers ma seconde question qui concerne une autre idée reçue qui est tout aussi fréquente et qui résulte probablement des usages passés. La construction modulaire serait standardisée, peu qualitative, inconfortable et peu esthétique. En somme, une vraie contrainte pour le geste architectural et l'usage. Qu'en pensez-vous Cyril ? Alors chez Modulem, on a pris le parti dès le départ en fait de garder les avantages de la construction modulaire qui est de construire en milieu protégé, de garantir un niveau de qualité puisqu'en fait on industrialise la construction. En revanche, on comprenait que d'imposer aux architectes une trame figée les frustrait et souvent du coup les repousser dans l'idée de construire en modulaire. Du coup, en fait, on a pris le parti d'adapter le module au projet et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va concevoir le module adapté exactement à l'architecture que va dessiner le maître d'œuvre. C'est-à-dire que souvent, il nous confie une esquisse et c'est à nous de retraduire le projet sous forme de module. C'est vrai que jusqu'ici, en fait, on leur imposait en disant on a un module qui va faire 3 mètres ou 2,50 mètres de large sur 6 mètres, 9 mètres de long et ils devaient composer le bâtiment avec ces éléments. Aujourd'hui, en fait, on est sur une approche différente, c'est-à-dire qu'ils conçoivent le bâtiment et c'est à nous d'établir le module qui va avec. C'est ça. Alors, il y a en fait tout plein d'approches avec la construction modulaire. Ce qui est intéressant de constater, c'est que de par le monde, on trouve de très nombreux architectes qui s'intéressent véritablement à la construction modulaire.
Certains d'entre eux, d'ailleurs, sont devenus des grands spécialistes de la construction modulaire. Il y en a même qui sont allés jusqu'à créer leur propre usine de fabrication de modules. Je pense par exemple à Tom Bloxham, qui est un architecte anglais, qui a créé une société qui s'appelle Urban Splash et qui a développé un concept de logement à partir de construction modulaire bois, qui a un succès tout à fait impressionnant. Et avec cette technologie et des maisons qui sont et des bâtiments d'ailleurs qui sont vraiment très très chouettes, très design, eh bien ils sont capables aujourd'hui d'offrir 20% de surface supplémentaire à leurs clients que leurs concurrents par exemple. Donc oui, on peut faire de l'architecture avec de la construction modulaire. Et d'ailleurs nous on a un quiz dans nos formations du Campus sur site où on montre des bâtiments et on demande aux gens de nous dire s'ils sont modulaires ou pas modulaires. Et on fait le tour du monde comme ça. Et on va dire que une fois sur deux, les gens se trompent. Ils pensent que le bâtiment qu'ils désignent est modulaire, il l'est pas, ou le contraire. Tu parlais, Magali, aussi de la question du confort. Il faut savoir aujourd'hui qu'on construit en modulaire avec les mêmes niveaux d'exigence que de la construction traditionnelle, que ça soit en termes de performance thermique, mais aussi de confort intérieur et d'acoustique. On ne fait pas de distinction sur le modulaire à ce sujet-là. On peut même dire mieux parce que, en fait, le fait de fabriquer dans une usine va nous permettre d'atteindre des niveaux de qualité de construction, de qualité générale du bâtiment, bien meilleurs que tout ce qu'on pourrait atteindre sur le chantier. Alors, on a par exemple un exemple d'un fabricant d'un constructeur de maisons individuelles en modulaire bois qui teste toutes ces maisons en étanchéité à l'air. Eh bien, la moyenne de ces maisons sont d'une performance 4 fois supérieure à la norme de la maison individuelle. C'est dire le niveau de qualité qu'on est capable d'atteindre en termes d'étanchéité à l'air, par exemple, sur de la construction modulaire. Moi, je pense que la construction modulaire permet quelque chose qu'on aurait pu assez difficilement imaginer il y a quelque temps, c'est-à-dire qu'elle permet aussi de remettre au goût du jour des solutions parfois ancestrales qu'on n'utilise plus parce qu'en fait, on a perdu le savoir-faire et c'est souvent compliqué de le mettre en œuvre sur des chantiers. Et c'est vrai qu'on trouve aujourd'hui des solutions d'intégration comme l'utilisation de la paille, l'utilisation du béton de chanvre, de la terre crue dans des solutions industrialisées. Et c'est vrai que nous, on appelle ça, c'est des solutions d'industrie ZANA, c'est-à-dire qu'on industrialise la méthode, c'est-à-dire qu'on va avoir des processus que nous, on a calqués chez Modulem sur ce qui se passe dans la région toulousaine sur l'aéronautique, c'est-à-dire qu'on a pris des formateurs qui travaillent généralement sur la construction d'avions et qui nous ont apporté cette technologie-là, cette approche qualitative, ce contrôle qualité, l'amélioration continue. Et en même temps, à côté de ça, on a des compagnons qui travaillent dans l'usine pour intégrer des solutions qu'ils faisaient généralement avant dans la construction traditionnelle, en travaillant la chaux, le béton de chanvre et même de la terre crue sur des constructions modulaires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la construction modulaire permet facilement d'améliorer la construction par rapport aux solutions qu'on connaît depuis ces dernières décennies. Finalement, le bâtiment semble être un véritable enjeu de réconciliation entre le low-tech et le high-tech. J'aimerais maintenant vous poser une question qui me taraude, c'est celle du transport, et notamment du fait de transporter du vide. On a cette idée reçue que ce n'est ni écologique ni économique. Est-ce que c'est vrai, Pascal ? Alors effectivement, ça c'est vraiment une idée reçue et c'est assez contre-intuitif parce qu'effectivement, quand on transporte un gros module, je crois Cyril, tu dois faire des modules qui peuvent faire 4 mètres par 10 mètres de long ou quelque chose comme ça. Quand on transporte des gros modules comme ça, on a le sentiment que ça va coûter très cher. Et effectivement, on entend souvent cette phrase, mais on transporte de l'air. Alors la vérité, c'est que quand on transporte un module comme ça, on transporte un module avec beaucoup de valeur ajoutée. C'est un module qui est 100% terminé. Je vais vous prendre l'exemple d'une chambre d'hôtel, par exemple, qui va être fabriquée à 100% en usine et qui va arriver à forte valeur ajoutée. Eh bien, il y a même des études qui ont été réalisées qui font le comparatif, par exemple, d'un hôtel de 200 chambres qui serait réalisé avec des chambres d'hôtel modulaires fabriquées dans une usine qui serait, par exemple, à 2 heures du chantier, avec le même hôtel fabriqué de manière traditionnelle avec des ouvriers sur le chantier. Eh bien, en fait, l'avantage transport et l'avantage carbone va très largement vers la solution modulaire. Pourquoi ? Parce que en fait, ce dont on se rend pas bien compte, c'est qu'un chantier, c'est beaucoup de camionnettes et beaucoup de transports. En règle générale, les ouvriers d'un chantier, ils habitent pas sur le chantier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on construit essentiellement en ville, donc les gens n'habitent pas en ville, ils ont pas les moyens et ils habitent en général assez loin de la ville.
La moyenne aujourd'hui, un ouvrier du bâtiment habite à 80 km de son chantier. Donc il doit venir le matin, il doit repartir le soir. Et comme sur le chantier, on n'a pas beaucoup de place, on va approvisionner tout au long de la journée avec des petites camionnettes et des camions les matériaux pour pouvoir construire. Nous, on appelle ça la valse des camionnettes. Et en fait, la solution de la construction modulaire nous permet de diviser jusqu'à 5 le nombre de transports. Donc, au contraire, la construction hors site modulaire, c'est une solution qui est extrêmement vertueuse et qui améliore considérablement les choses sur le plan de l'impact carbone. Mais c'est vrai que c'est contre-intuitif. Ce qui est important finalement dans le transport, c'est surtout la distance. Et ça n'a peut-être pas de sens de faire voyager un module sur 600 km. En revanche, si l'usine de production se trouve à proximité, le transport, je pense, n'est plus un problème. Mais même si on fait venir le module de 5 ou 600 km, on va se rendre compte que c'est quand même beaucoup moins de transport que tous les ouvriers qui vont venir tous les matins et repartir tous les soirs. Oui, tu as raison. Si on regarde en cumulé le transport nécessaire sur un chantier, c'est vrai que on peut l'optimiser et le modulaire peut être une réponse. Alors, je peux même vous citer un exemple qui est une anecdote, mais par exemple, le groupe Bouygues construit beaucoup en Angleterre, et en Angleterre, la construction modulaire se développe beaucoup. Et pour continuer à prendre des marchés en Angleterre, le groupe Bouygues, qui avait acquis de la compétence sur la construction modulaire en Asie, notamment à Singapour, vient de construire une usine pour fabriquer des modules qui est au Maroc. Et en fait, ils ont fait un comparatif carbone entre ils ont calculé ça sur une résidence étudiante de 500 chambres construite à Londres. Ils ont fait le comparatif entre la solution traditionnelle construite sur place par les équipes de Bouygues en construisant sur le chantier en coulant du béton avec une solution de modules fabriqués au Maroc. Et en fait, le résultat de l'étude montre très nettement que la solution du Maroc reste très largement meilleure sur le plan de l'impact carbone et du CO2. C'est vous dire à quel point le coût du transport des ouvriers sur le chantier, de tous les matériaux qu'il faut amener pendant 1 an, voire 2 ans quand on fait une résidence de 500 chambres, est important et on s'en rend pas véritablement compte. Alors moi, ce que j'aimerais penser, c'est que c'est peut-être une très bonne chose, mais j'espère que la construction modulaire, et on voit que ça se démocratise en France, va permettre de réindustrialiser le pays et en fait pouvoir permettre de faire des petites unités de production et permettre de fabriquer à proximité des chantiers. Tout ça pour utiliser la matière première locale, la main-d'œuvre locale et faire des unités. Et c'est ce qu'on espère, nous, en tous les cas. C'est ce qu'on essaye de véhiculer au niveau des maîtres d'ouvrage en disant, ben, aujourd'hui, on a un réel savoir-faire local et faites confiance à ces solutions constructives parce que justement, on va sourcer les produits, la matière première comme le bois, où en fait nos bois viennent de moins de 5 km de notre unité de production et ainsi tous les matériaux vont faire l'objet d'une étude pour faire en sorte qu'ils soient produits au maximum localement, quoi. Alors tu as tout à fait raison Cyril et en fait la construction hors site modulaire, il faut voir ça comme étant une passerelle formidable entre le monde de l'industrie et le monde du bâtiment. Comme vous le savez, le monde du bâtiment, c'est la plus grosse activité sur Terre et c'est la seule activité qui n'a pas encore fait sa transformation industrielle. C'est la seule qui n'a pas fait sa transformation industrielle. Elle est en train de commencer à faire sa transformation digitale, mais la transformation industrielle n'a pas véritablement commencé. Et la construction hors site permet de faire une passerelle entre le monde de l'industrie qui, lui, a véritablement évolué dans ses manières de faire. C'est que la productivité dans l'industrie, ceux qui produisent des voitures, des téléphones, des machines à laver, s'est améliorée de 200% en l'espace d'une vingtaine d'années, alors que la productivité de la construction ne fait que stagner, voire fait de la marche arrière. Eh bien, c'est justement permettre à des entreprises comme celle de Cyril par exemple et d'autres d'utiliser des méthodes et des techniques de l'industrie pour devenir beaucoup plus performants, nous proposer des produits de plus en plus qualitatifs, nécessitant moins d'heures de travail pour permettre d'améliorer le coût de la construction et la qualité de la construction. Je voudrais revenir un petit peu sur l'impact sur l'environnement de la construction modulaire et notamment sur la fin de vie du bâtiment. Pour n'importe quel procédé constructif, elle n'est pas neutre pour l'environnement, au niveau des déchets, de la valorisation des ressources. Au niveau du modulaire, une autre idée reçue, c'est un petit peu modulaire égale jetable. Thomas, est-ce que c'est une nouvelle idée à déconstruire ? Alors, sur cette question, je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer d'un côté le modulaire temporaire du modulaire pérenne. Sur le modulaire temporaire, il y a un marché de location.
où des acteurs louent en fait des modules 3D pour des usages divers. Sur ce marché-là, je crois que le jetable n'existe pas tellement parce que les modules sont récupérés par le loueur, ils sont remis en état, reloués, ils ont une durée de vie assez longue. Par contre, toujours sur le modulaire temporaire, il y a aussi un marché d'achat, de vente de modules 3D. Et là, je crois qu'en 2019, l'occasion sur ce marché-là était à hauteur de 2%, donc c'est très faible, ce qui veut dire que très certainement, beaucoup de modules ne retrouvent pas une seconde vie, alors qu'on imagine très bien qu'ils pourraient être retournés en usine, remis en état et revendus. Donc heureusement, il y a quand même quelques acteurs qui se positionnent sur ce marché-là et qui vont proposer des prestations qui vont du démontage des modules 3D, leur reconditionnement et leur revente. Donc ça va dans un très bon sens. Après, sur le modulaire pérenne, finalement, c'est comme un bâtiment classique. C'est simplement que plutôt qu'assembler des petits éléments les uns aux autres sur le chantier de construction, on a assemblé des boîtes, des modules 3D. Donc finalement, la question qui se pose, c'est exactement la même que sur un chantier de déconstruction classique. Il faut être en mesure de non plus démolir, mais de déconstruire. Et je me pose la question justement sur le modulaire en disant, est-ce que finalement les modules 3D, les boîtes qu'on a apportées sur chantier, est-ce qu'on serait pas en mesure de les désassembler les unes des autres et de les ramener en usine pour les démonter proprement? Et d'ailleurs, à ce sujet, Pascal, est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui auraient mis ça en œuvre? Oui, alors absolument. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire le distinguo, il est très important, entre démolir et démonter ou désassembler. Parce que finalement, quand on construit aujourd'hui en construction traditionnelle, on construit comment? On construit en béton coulé sur le chantier. Et la fin de vie du béton coulé sur le chantier est loin d'être évidente. La démontabilité n'existe pas, on doit démolir. Et les filières de recyclage aujourd'hui, on le sait, sont pas véritablement en place. Et on a souvent tendance à penser qu'un bâtiment, ça va durer des générations. Ça, c'est ce que pensaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. C'est plus le cas aujourd'hui parce que les usages changent tellement vite que les bâtiments doivent être capables d'évoluer, voire effectivement à certains moments, ils ne sont pas au bon endroit. Il faudrait les démonter et les remonter ailleurs. Alors, le meilleur exemple que je puisse donner, il est au Japon. Les Japonais, en fait, ont commencé à construire des maisons modulaires après-guerre, tout simplement pour loger les ouvriers de l'automobile, des usines automobiles. Et c'est Toyota qui est le premier à créer une usine pour fabriquer des maisons modulaires. C'est très courant aujourd'hui. Il y a plusieurs entreprises qui font de la construction modulaire au Japon. Ça dure depuis les années 60, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et les maisons sont d'une qualité tout à fait incroyable, tellement de bonne qualité que certains constructeurs, comme le plus important qui s'appelle Seikushi Heim, savent garantir leur maison 65 ans. Ils offrent une garantie de 65 ans sur leur maison, pour vous dire la qualité. Et ils savent vous offrir la démontabilité de votre maison, c'est-à-dire qu'ils vont venir démonter votre maison modulaire, récupérer les modules. Il faut moins de 6 heures pour démonter une maison. Et les modules vont passer dans une usine qui est spécialisée dans ce domaine-là, qui va faire du recyclage des modules. Et les modules vont repartir pour une nouvelle vie au même endroit ou dans un autre endroit. Donc vous voyez, là on retombe dans une véritable économie circulaire, comme savaient le faire nos grands-pères quand ils construisaient en pierre, par exemple. Et aujourd'hui, ça, on l'a sur le modulaire temporaire. Parce que je disais tout à l'heure, il y a des acteurs qui se positionnent sur ce sujet-là, mais on l'a pas encore sur le modulaire pérenne. Et ça fait défaut aujourd'hui. Vous avez raison. Et on va dire que le modulaire s'est pas mal développé avec la construction bois. Il faut dire que la construction bois a un petit inconvénient par rapport à la construction en acier, notamment. C'est les assemblages sont toujours un petit peu plus complexes avec le bois. Donc c'est plus difficile de faire du démontable avec le bois, c'est pas du tout impossible et il y a des tas d'entreprises qui sont en train de s'y mettre maintenant. Mais les modules en acier sont eux par contre extrêmement faciles à assembler et donc à désassembler. Et donc les entreprises qui font de la construction pérenne à partir de construction modulaire métallique, par exemple aujourd'hui, sont tous capables demain de faire de la démontabilité et du recyclage de leurs modules. Tu as tout à fait raison, Pascal, parce que on a vécu une histoire assez remarquable. C'est un client pour qui nous avons construit une maison. Il nous a appelé pour demander de lui déplacer. En fait, on s'est rendu compte dans notre étude que la personne avait vendu sa maison à quelqu'un d'autre pour un nouveau projet sur lequel il nous a ressollicité pour qu'on ait reconstruit une maison. Et en fait, il a vendu sa maison d'occasion. Donc, c'est un petit peu marrant parce qu'on
a cherché à comprendre. En fait, c'était une relation qui trouvait sa maison intéressante et lui voulait changer sur quelque chose de plus contemporain. Et donc, il a vendu sa maison. Donc, on pourrait tout à fait voir très prochainement des annonces de maisons ayant peu roulé ou je ne sais quoi, qui permettraient un marché de la maison d'occasion à déplacer, quoi. Voilà, ça serait marrant. On a un bâtiment qui devient complètement dissociable du sol d'implantation, du terrain d'implantation. Tout à fait, ouais. C'est un objet qu'on a posé là à un moment donné et on peut très bien venir le récupérer pour le mettre ailleurs. Et ça, c'est intéressant. Ce qui peut permettre de repenser les modèles économiques. Bien sûr. Parce que, par exemple, aujourd'hui, la construction est liée au sol. On pourrait tout à fait imaginer avoir d'autres modes de financement, puisque effectivement, si le bâtiment peut être dissocié du sol extrêmement facilement, on pourrait aussi dissocier le financement du terrain et le financement de la maison elle-même. Oui. Ça existe déjà dans certains pays, c'est même possible en France. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on a des réflexions avec des bailleurs qui réfléchissent à exploiter des terrains de maîtres d'ouvrage qui aujourd'hui veulent pas forcément faire des programmes sur du long terme parce qu'ils se disent qu'ils pourraient en avoir besoin dans un futur plus ou moins loin. Et en mettant en place des bails amphithéotiques de 30 ans ou 50 ans, on pourrait tout à fait imaginer faire des constructions sur ces périodes-là et dire derrière, en tous les cas, on est capable de retirer les logements pour pouvoir les déplacer ailleurs et exploiter le terrain pour faire autre chose. C'est ce qu'on appelle les réserves foncières. Et effectivement, il y en a beaucoup. Et le modulaire serait vraiment un moyen pour exploiter sur un temps plus ou moins court, moyen à long terme, ces terrains-là qui aujourd'hui ne trouvent aucune utilité parce qu'on sait que dans quelques années, on va les destiner à un autre usage. Donc c'est sur ce laps de temps qu'on peut les exploiter grâce au modulaire. Alors ça existe déjà, notamment sur de l'hébergement d'urgence, par exemple, où on utilise des fonciers qui sont quelque part disponibles pour quelques années pour construire de l'hébergement d'urgence, en sachant que demain, on va pouvoir le déplacer extrêmement facilement. On travaille, nous, actuellement, sur une idée de rehausser des immeubles en centre de Toulouse, en fait, où il y a du potentiel pour monter 2 étages supplémentaires. Et l'idée serait de pouvoir amener des modules donc dans un délai relativement court et comme ça de trouver du foncier facilement. Ça présage donc de belles perspectives et même plutôt inattendues. Finalement, le modulaire présente des qualités indéniables pour la généralisation du bas carbone, comme on vient de le voir. Mais sur quel type d'opération présente-t-elle une réelle plus-value vis-à-vis des procédés de construction traditionnels ? Il y a quelque chose qu'il faut peut-être distinguer, c'est la notion de préfabrication et la notion d'industrialisation. Cyril, par exemple, nous a expliqué tout à l'heure qu'il préfabriquait ses modules, mais en étant complètement sur mesure et adapté à des programmes très spécifiques. Et il a appris à le faire et il s'est découpé, je dirais, quasiment n'importe quel bâtiment en module et le réaliser. D'autres acteurs, eux, vont avoir des démarches plus industrielles, c'est-à-dire qu'ils vont être intéressés sur des marchés où on va trouver beaucoup de volume et de répétitivité. Et là, l'industrialisation prend tout son sens et on est vraiment capable d'apporter beaucoup d'améliorations en termes de qualité, en termes de coût, en termes de délai. Et bien sûr, on va aller sur des marchés sur lesquels on peut trouver du volume et de la répétitivité. Alors ça sera le cas, par exemple, des écoles, ça sera le cas des hôpitaux, ça sera le cas des maisons de retraite, ça sera le cas des résidences pour étudiants, ça sera le cas de l'hôtellerie, et ça peut être également le cas des logements. Voilà. Donc il y a certains marchés effectivement qui vont se prêter à une industrialisation beaucoup plus importante. Ce sont les marchés où on va trouver beaucoup de volume. Et puis les plus petits marchés vont trouver également des acteurs de la préfabrication, comme Cyril par exemple. Alors, je pense que les auditeurs qui écoutent ce podcast ont une image assez précise et en même temps vague de la construction modulaire. Il faut imaginer que aujourd'hui, les constructions, je me souviens quand j'ai commencé, on avait souvent des relations un petit peu conflictuelles avec les bureaux de contrôle qui nous demandent effectivement de respecter toutes les réglementations en vigueur, les DTU, les Eurocodes et tous ces éléments-là. Et à chaque fois, ils cherchaient, il y avait des questions répétées, insistantes, et parce qu'on les sentait pas à l'aise avec cette approche constructive. Et un jour, je me souviens avoir échangé avec un bureau de contrôle en disant, mais écoutez, vous avez vu le bâtiment quasiment terminé à 90% à l'usine, dans lequel il y a la faïence, dans lequel il y a les équipements sanitaires, le bâtiment est terminé, vous l'avez vu. Et là, aujourd'hui, on a mis le module sur le camion. Là, en l'occurrence, il avait fait à peu près une centaine de kilomètres. Donc, il a pris des ronds-points, il a pris des dodans. C'est comme s'il avait pris peut-être 10 ou 20 séismes. Et là, on vient de poser le module. Vous êtes rentré dedans. Les joints de placo sont faits. Les peintures, les premières couches sont réalisées.
Et vous êtes rentré dans le bâtiment et en fait, rien n'a bougé, tout est resté intact. Puis si on faisait les mêmes tests sur une construction traditionnelle, qu'est-ce qui se passerait? Donc du coup, il a souri, il m'a dit effectivement, je pense que la plupart des maisons seraient déjà par terre, quoi. Et donc, je pense que au-delà de la partie structurelle et résistance, aujourd'hui, la construction modulaire permet d'intégrer des matériaux nobles et sains. Et surtout, l'avantage qu'il procure, c'est que avant même de construire, on va connaître la qualité. C'est-à-dire qu'on a intégré aujourd'hui des maquettes numériques qui nous donnent énormément d'informations en termes de bilan carbone, en termes de résultats. Et si c'est appliqué, et c'est l'avantage de l'industrialisation, c'est-à-dire que c'est appliqué à la lettre, il n'y a pas d'improvisation. Mais du coup, avant même de construire, on sait le résultat qu'il va y avoir, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que ça fait une différence assez notable avec la construction traditionnelle, où tout au long du chantier, on réinvente un peu le projet parce que l'artisan n'a pas forcément écouté, a un peu adapté comme ça l'arrangeait. Et du coup, on s'aperçoit qu'en fait, entre ce qu'on avait imaginé au début et ce qui se passe à la fin, souvent, il y a un grand écart, ce qui n'est pas le cas de la construction modulaire, puisqu'en fait, tout a été pensé avant. Je vous remercie. Je vais enfin vous poser ma dernière question, qui termine toujours les podcasts. Pour chacun d'entre vous, pouvez-vous me dire en 2 mots à quoi ressemblera le bâtiment de demain? Alors moi, je vais avoir besoin de 3 mots. Le premier, c'est vertueux. Le premier, c'est vertueux parce qu'on ne peut pas continuer à construire des bâtiments qui soient pas respectueux de l'environnement et qui puisent les ressources de notre planète. Deuxièmement, il sera évolutif parce que les bâtiments doivent répondre aux usages et les usages changent très vite. Donc, il faut qu'ils soient évolutifs. Et troisièmement, effectivement, il faut qu'ils soient démontables pour que demain, on laisse pas de traces. Quand on a construit un bâtiment, on doit être capable de le démonter pour que le terrain puisse retourner à la nature si on le souhaite, avec le moins de dommages possible. Et bien sûr, ils seront fabriqués dans une usine. Bon, eh bien, je crois que je rejoins l'avis de Pascal. Les 2 mots, je dirais frugal, parce qu'il faut que le bâtiment se contente de peu de ressources, peu d'énergie, peu d'espace aussi, et résilient. Résilient parce que le bâtiment de demain, il sera en capacité de s'adapter à l'évolution des usages. Je crois que Pascal et Thomas ont tout dit. Je rajouterai juste une chose. Je pense que la construction doit être un plaisir. C'est-à-dire j'ai tellement d'histoires autour de moi où la construction traditionnelle était très compliquée. Ça a été très anxiogène pour les gens qui l'ont fait, avec une satisfaction des fois un petit peu pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Et je pense que la construction modulaire, en tous les cas, que ce soit chez Modulem ou d'autres confrères, je me rends compte que le moment de la livraison et de la pose du bâtiment, c'est toujours un moment de plaisir. Et j'aimerais que l'acte de construire soit aussi un moment de plaisir et soit juste du bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal, Cyril et Thomas. Merci Magali. Merci Magali. Merci Magali, à bientôt. Si la construction modulaire a pu être considérée comme le parent pauvre du bâtiment pendant près de 6 décennies, force est de constater qu'elle a regagné ses lettres de noblesse. Ce mode de construction présente aujourd'hui tous les atouts économiques et écologiques pour répondre à l'urgence de bâtiments bas carbone, rapides à construire, performants et esthétiques. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir écouté cet épisode rendu possible grâce au soutien de la Délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation de la Nouvelle-Aquitaine. À bientôt pour un nouvel épisode du Marteau dans l'oreille, votre podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo.